Bonjour, shalom, assalam alaikum. Un grand bonheur pour nous d'abord d'être en vie, c'est pourquoi nous remercions le Tout-Puissant. Également de vous savoir très nombreux à nous écouter au Club de la Presse aujourd'hui. Vous qui nous écoutez directement sur Canal FM à Lomé ici, mais également vous qui nous écoutez sur les antennes de Radio Lumière à Anéro, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Courtoisie à Dapon. Nous n'oublions pas ceux qui nous écoutent dans le monde entier sur les radios numériques Ebene Radio, Radio Gameli, et non plus ceux qui nous suivent sur le site Canal FM, l'application Canal FM. À la technique aujourd'hui, Géraud Akoucha et Michel Vitogbe Tomega. Au menu du Club de la Presse de ce jour, nous allons revenir sur la cérémonie qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale, quand une bonne partie du capital de la nouvelle société cotonnière du Togo est cédée aux partenaires privés, projet du gouvernement validé par l'Assemblée nationale hier. Et nous allons continuer par éplucher certains dossiers de grands sous et devoir de transparence dans la gestion du patrimoine économique à la lumière des parutions des journaux et également revenir sur la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ouverte le 3 mars qui a été fermée hier. Et pour ce menu, nous avons convié 2 journalistes, un acteur de la société civile. Pour une fois, l'invité de la société civile se fait attendre, mais pour une fois, les journalistes qui sont à l'heure, ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas, Eric Hugues Pakudio Johnson. Bonjour Sass, bonjour Ferdinand Ité, et bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Mais Sass, il faut faire attention, nous sommes toujours à l'heure, nous les journalistes. Hein. Merci de nous le rappeler. Ah oui. Et si tout le monde pouvait se le rappeler autant, ce serait bien. Ah oui, ben tu peux nous dire combien de fois on est en retard ici? On est toujours à l'heure. En tout cas, les auditeurs du Club de la Presse arbitreront dans ce jeu. Eh bien, Ferdinand Vincent Haïté, bonjour. Alors, bonjour, ça fait un plaisir de te retrouver. Un plaisir doublé d'émotion depuis nos années à l'université. Vous étiez un peu mon cadet. Et puis, on a fait une incursion dans les couloirs politiques. Nous n'en sommes pas sortis très heureux, vous et moi. Et puis, depuis près de 15 ans, nous sommes dans la presse. Un bref parcours. Un bref parcours. Et également, les tout premiers débuts du Club de la Presse. La voix quelque peu coquine, mais ô combien dérangeante de Ferdinand Vincent Haïté. Vous dire que c'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce studio et beaucoup plus que moi, c'est les auditeurs. Ferdinand. Merci beaucoup, ça. Je crois que oui, les auditeurs, effectivement, je leur dis bonjour d'abord et puis effectivement, on a commencé cette aventure, je peux rappeler rapidement, au moment où beaucoup de gens n'étaient pas encore habitués à la radio, beaucoup de confrères ne faisaient pas les débats. Il faut rendre honneur aux gens, hein, les œufs, les dimanches et tout. Et nous avons commencé. Et si puis après... non, Eric Johnson, bien sûr. et il faut rendre hommage à tous ces gens-là qui ont été au début de l'aventure. Et puis après, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et voilà. Donc, merci. L'occasion encore de rappeler que je ne sais pas si je le fais toujours bien, mais je voudrais tellement demeurer fidèle et loyal en amitié. Je compte sur vous, mes amis, pour qu'il en soit ainsi. Et moi, je voudrais profiter quand Ferdinand citait les confrères qui avaient commencé des débats. J'ai eu tout de suite une pensée pour notre confrère qui nous a quittés récemment, Dominique Alizou. Il était aussi. Ah ouais. Merci, merci. Comme on dit chez nous en effet, nous manque la nation. Eh bien, Emmanuel Sogadi, bonjour. Bonjour, Sass. Acteur clé de la société civile togolaise, vous qui prenez le parti des consommateurs du Togo. Oui, merci Sass et merci aux auditeurs et auditrices de Canal FM, tous ceux qui nous suivent actuellement. Et nous sommes appelés à faire un travail consumériste, nous y sommes et nous pensons que Dame Nature et que la grâce divine pourra nous accompagner pour qu'on poursuive ce travail. Amen. Si on était encore à l'église. La pensée du jour, c'est Blaise Pascal qui a écrit que l'opinion
est la reine du monde. Encore une fois, l'opinion est la reine du monde, a écrit Blaise Pascal. Vieux constaté, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 juin et dans le calendrier grégorien que nous utilisons, nous fermons aujourd'hui le premier semestre de l'année 2020. Ensuite, l'Assemblée nationale a clôturé hier sa première session parlementaire qui avait été ouverte le 3 mars dernier et clôturée hier. Donc les députés sont en vacances à moins que la présidente ne les rappelle pour des rencontres extraordinaires. Et en principe, c'est aujourd'hui 30 juin que devrait prendre fin l'état d'urgence sanitaire que le chef de l'État a annoncé le 1er avril dernier, même si on a appris par la suite que le décret formalisant l'état d'urgence a été pris le 8 avril et antidaté du 16 mars. Mais si on part de son adresse à la nation, Éric Hugues, c'est aujourd'hui, au plus tard, que devrait prendre l'état d'urgence sanitaire, à moins que, soit pas un autre décret ou bien de façon tacite, cet état d'urgence ne se trouve prorogé. Mais ça, je crois, moi personnellement, selon mes calculs, c'est le 2 juillet plutôt, pas aujourd'hui. C'est le 2 juillet que l'état d'urgence devait prendre normalement fin. C'est ce que moi j'attendais depuis. Mais là, est-ce qu'il faut devancer les choses pour dire pourquoi, si c'est pas arrêté officiellement, pourquoi il n'y a pas un décret qui arrête officiellement l'état d'urgence, pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas pris n'a pas planché sur la chose avant la fin de la session. Pour le moment, je ne peux pas te dire parce que pour moi, c'est le 2 juillet que ça devait prendre fin. Merci. Même si que l'état d'urgence prenne fin aujourd'hui, ou demain 1er juillet, ou après-demain 2 juillet, toujours est-il que les autres pays qui connaissent cette mésaventure avant, ou bien avec nous, prennent toujours le soin d'informer l'opinion publique. Dans les États où l'état d'urgence a été prorogé, Ferdinand Haïté, le gouvernement avait pris soin d'informer l'opinion qu'à l'expiration de la période, la situation allait être prolongée. Nous sommes au 30 juin, il est 11h09. Peut-être que le reste de la journée nous surprendrait. Oui, mais vous savez, nos autorités ne parlent pas beaucoup, elles parlent moins. Si vous comparez le nombre de discours qui a été tenu au Ghana, le président ghanéen a encore parlé, je crois, hier ou avant-hier, il est à son 11e discours, pour chaque fois faire l'état de lieu, les étapes qu'on franchit, où est-ce qu'on va et tout. Et puis, vous avez Macky Sall qui a parlé aussi hier, et voilà, et ça fait, je crois, le 3e ou 4e discours de Macky Sall. Bon, chez nous, les autorités ne parlent pas beaucoup. Oui, c'est pour lever toutes les mesures prises pour le confinement. Oui, donc les autorités Sénégal, ne parlent pas beaucoup. Parfois, on prend des décrets pour instaurer des décisions et les communiquer pour les enlever, on les voit sur WhatsApp. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Et par exemple, pour la rentrée, on devait faire une communication vraiment forte. Bon, le déficit de nos autorités, c'est la communication. Et donc, moi, je pense que si les gens nous écoutent, il faut beaucoup plus communiquer, surtout que nous sommes dans une situation de crise sanitaire. En France, le président français a dit nous sommes en état de guerre. Et quand on est en état de guerre contre la maladie, il faut régulièrement informer les citoyens ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on en est. Il ne faut pas laisser seulement le comité, comment vous appelez ça, le comité riposte communiquer. Non, il faut que la communication soit au-delà de ce comité-là. Il faut que ce soit les autorités qui impriment la marque et que le comité lui répercute ce que les autorités sont en train de dire. Donc c'est un déficit pour nos autorités. Ça, c'est une maladie vieille. On peut pas, je ne sais pas si on peut la guérir, mais bon, voilà. On peut la guérir grâce à vous. Donc vous faites bien le constat de le rappeler et je pense que on nous informera à temps si l'état sanitaire finit en juillet, comme le dit le confrère Hugues, ou c'est aujourd'hui, et si il y a une possibilité de le prolonger. Merci Mania Sogadji. Depuis la conférence nationale souveraine de 91, le Togo se veut un état de droit. Ça veut dire que la vie nationale va être réglée
uniquement sur les lois. Et cette loi dit que même si l'Assemblée nationale a accordé au gouvernement l'habilitation en date du 27 mars dernier et que le gouvernement peut gérer la riposte par ordonnance, c'est justement par des ordonnances, voire des décrets, que cette période d'état d'urgence doit être réglée. Or, je ne sais pas si vous avez connaissance d'un autre décret après celui instaurant l'état d'urgence. Je ne sais pas si vous avez connaissance d'un ensemble d'ordonnances ou de décrets. Ces 3 derniers mois, on a plutôt l'impression que le Togo est gouverné par des communiqués. Oui, c'est une réalité. On peut le dire, c'est une triste réalité parce que nous nous sommes dit que nous sommes dans une république, on doit faire des efforts pour ressembler à ce que les républiques font. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est déplorable, il faut le dire. Il ne faut pas passer par 4 chemins pour reconnaître s'il y a des erreurs quelque part. Et donc, nous, on souhaite, ou bien on voudrait inviter les autorités à changer la manière de faire, parce que les réseaux sociaux ne sont pas là pour avoir les communiqués ou bien les flashs de certaines autorités qui seront transformés en termes de loi de la République, ou bien des intentions que le gouvernement n'a même pas mûries, qu'un ministre, bien qu'une autorité se lève en annonçant par un organe de presse intermédiaire proche de cette dernière pour l'imposer à toute la République togolaise. Et donc, comme vous l'avez su bien dit, il doit y avoir des textes, des arrêtés qui élargissent peut-être la durée du couvre-feu, la durée de l'état sanitaire décrété par le gouvernement. Mais si ce n'est pas le cas, en toute réalité, nous on n'a rencontré nulle part aucun communiqué, aucun arrêté qui dit qu'au-delà des 3 mois qui a été décrété par l'autorité, qu'il a été prolongé d'1 mois ou de 2 mois. Dans le constat, on a constaté qu'il y a certaines autorités, certaines sociétés qui ont dit, mais alors, moi je vais suspendre le contrat avec mes employés en attendant que l'état d'urgence sanitaire ne soit levé. Mais aujourd'hui, si on est dans un flou et on ne lève pas l'état sanitaire d'urgence et des gens continuent à rester à la maison et ils ne vont plus à leur boulot, vous voyez que les conséquences sont toujours collatérales et c'est dur à avaler. Donc, nous invitons les autorités à communiquer. Peut-être que d'ici la fin de la journée, on saura si de façon tacite ou bien réglementaire, l'état d'urgence sanitaire est prorogé. Et vous savez déjà qu'à partir de 12 heures, vous pourrez entrer en ligne sur nos 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour co-animer avec nous. Transportons-nous à l'Assemblée nationale avec l'ultime séance plénière que l'Assemblée nationale a mise à profit hier pour consacrer ce qu'on peut appeler la privatisation du coton togolais. Le coton togolais qui passe ainsi sous contrôle des Singapouriens. Pakujo, vous y avez consacré un article à la page 6 quand vous écrivez « Par inquiétude des élus, la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo est actée. Les Singapouriens viennent de prendre 51% du capital de cette société. » Oui, effectivement, c'est une information que tout le monde détient aujourd'hui parce que depuis le week-end, on a eu vent qu'il y aura une session parlementaire pour décider de la privatisation de la nouvelle société cotonnière du Togo. L'État togolais détenait 60% des actions de la nouvelle société cotonnière et les 40% restants sont consacrés aux cotonculteurs, leur association et tout ça, et tous ceux qui sont dans le secteur du coton. Donc aujourd'hui, l'État togolais a cédé 51% de sa part pour permettre à l'industrie, à l'industriel, agro-industriel plutôt, au LAM, une société singapourienne, de prendre les rênes de cette nouvelle société-là. Les raisons évoquées
par les officiels à l'Assemblée hier, c'était que cette société-là, depuis la reprise des activités en 2009, n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Les objectifs poursuivis, c'est ceux d'atteindre au moins des millions de tonnes de coton par an. Et ces objectifs-là ne sont jamais atteints, malgré les changements de gestion, etc., l'arrivée par appel à candidature d'un nouveau DG, la restructuration, les investissements faits, etc., que cette société-là n'arrive jamais à atteindre les objectifs. Alors, il fallait trouver de nouveaux financiers pour essayer de remonter un peu la pente et surtout aider nos cotonculteurs à continuer par cultiver et à gagner un peu de sous pour pouvoir survivre, etc. Donc, hier, à l'Assemblée nationale, les officiels ont donné les raisons pour lesquelles ils sont allés chercher le groupe Olam, en disant que le groupe Olam a fait ses preuves au Tchad et en Côte d'Ivoire. Et donc, au vu de ces conséquences heureuses dans ces pays-là, l'État togolais a décidé, puisque le groupe a fait quand même des pas pour venir investir dans le coton au Togo. Donc, que c'est de bonne guerre que l'on fasse confiance à ce groupe-là. Maintenant, dans la manière dont on va arriver à la manière, mais quand on a écouté les explications des ministres de l'économie, des finances, son collègue de l'agriculture et même les propos de la présidente de l'Assemblée nationale, en fait, le tableau était quand même alléchant. Parce qu'avec cette privatisation, on attend que l'augmentation, on attend que les rendements soient augmentés à l'hectare. On espère passer de 600 kilos par hectare à 1000 hectares. À 1000 kilos par hectare. La production nationale qui devra franchir la barre des 200 000 tonnes à l'horizon déjà 2020. On va moderniser aussi bien l'outil de culture de coton que de première transformation. Également accroître la contribution de l'agriculture par le biais du coton à la richesse nationale. Tout un tableau alléchant, mais Ferdinand, votre journal, vous n'y voyez que le bradage des sociétés d'État à l'étape du coton. Oui, il n'y a pas d'autres expressions que celle-là pour désigner ce qui est en train de se passer dans notre pays. Vous voyez très bien que depuis un certain temps, on est en train de vendre, de tout vendre. On a vendu le groupe Togocom, vous voyez ce qui est en train de se passer déjà. Et cette politique du FMI, ça tout le monde le sait, que c'est depuis les années 70 avec le programme d'ajustement structurel où on a demandé de privatiser tout. On a vu la misère que cette situation a créée dans nos pays africains. Alors, moi je comprends pas. Lorsque on mettait fin à la Sotoko, on nous avait dit, c'était juste parce que la boîte était très mal gérée, il y avait des dettes énormes, des milliards de dettes, des dettes qui ont été d'ailleurs à l'époque transférées sur la dette publique. La dette publique, c'est-à-dire payée par nous. Et après, on nous dit, on va remettre une autre nouvelle société qui sera beaucoup plus performante avec des objectifs précis. On va veiller à ce que la gestion soit rigoureuse et que, bon, il faut atteindre des objectifs. 2009, 2020, 11 ans après, on ne nous dit pas ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé d'aller chercher des investisseurs étrangers. Pourquoi on est obligé de privatiser? Est-ce qu'il y a eu des malversations? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion? Vous savez qu'il y a quelques temps, on a ramassé des gens à Sotoko là-bas qu'on a déférés à la prison civile de Lomé. Qui sont passés par la gendarmerie, ils ont fait plusieurs jours au SRI et puis après on a déféré certains, ils ont été après libérés. Il leur avait été reproché des détournements des ressources de la société. Évidemment. Et donc, pourquoi on se lève un matin et puis on dit on privatise, mais on ne nous dit pas pourquoi on privatise, qu'est-ce qui s'est passé et qui en sont les auteurs. Et moi, personnellement, j'ai un problème avec la privatisation parce que nous sommes des patriotes, quand même. Dans un environnement mondial où on est en train de débaptiser les rues un peu partout dans le monde, on rebaptise les rues dans le monde, nous décidons de céder nos biens
aux étrangers. Moi, vous savez, dans cette histoire de privatisation, on aurait pu poser un débat national, pas seulement aller s'enfermer dans l'enclos de l'Assemblée nationale où des gens sont alignés pour dire oui, vous pouvez aller privatiser. Parce que si vous voulez privatiser, dans le cas du PND par exemple, pourquoi l'État togolais ne pose pas le problème de façon publique pour voir s'il y a des investisseurs togolais, des gens qui sont au patronat, à la chambre du commerce, qui sont capables de prendre des actions dans cette société-là avant qu'on aille chercher peut-être le reste auprès d'un investisseur stratégique. Vous allez au Ghana aujourd'hui, vous voulez investir au Ghana, vous apportez des fonds, on vous impose une collaboration ghanéenne. C'est-à-dire que on vous oblige à composer avec un acteur financier ghanéen pour que le Ghana puisse avoir les yeux. Parce que la culture du coton, c'est les bras de nos frères et qui sont au village, qui cultivent à leurs bras. Et donc, ils doivent vivre de ça. Alors, si vous cédez les 51% que l'État avait à des étrangers, qu'on ne nous dise pas que bon, l'État va veiller à ce que les choses se passent dans les règles de l'art. On nous a dit ça pour Togocom, on voit ce qui se passe déjà. Mais c'était quand même les engagements réitérés par les ministres Bataka et... Oui, ça c'est des histoires. Ça c'est des histoires. Et on voit ce qui se passe déjà dans Togocom. On aurait pu faire ceci. Alors, nous voulons un partenaire stratégique parce que le partenaire a l'expertise. Alors, nous donnons 30% à un partenaire stratégique. Vous voyez, 30% à un Singapourien, ou je sais pas, à un Indien, ou je sais pas qui. On réserve 20% au secteur privé togolais. On réserve 40% aux agriculteurs, aux cotonculteurs. Et quand vous faites l'addition, l'État garde peut-être 10%. Quand vous faites l'addition, les Togolais auront toujours la majorité. Parce que quand on parle de privatisation, on parle de gestion et de bénéfices que les gens rapatrient vers leur pays. Ça veut dire qu'à la ligne, c'est nous qui allons perdre. Et donc, moi, je me pose des questions. Si vous faites aujourd'hui le tableau de toutes les privatisations, nous n'avons plus de banques. Alors que les banques, c'est les banques qui sont le moteur du développement. On n'a plus de banques. Les deux dernières sont en train d'être vendues. C'est déjà en solde. Hein. C'est qu'ils n'ont pas encore trouvé des gens pour les prendre. Alors, nous n'avons plus d'assurance. Toutes les assurances sont, je ne sais pas, marocaines. Les banques sont marocaines. Nous n'avons plus de télécommunications. Les télécommunications sont marocaines et malgaches. Nous n'avons plus rien. Alors, s'il se passe quelque chose demain, comment on fait? Quand même, il ne nous reste que les microfinances. Encore qu'aujourd'hui, avec la Covid, les microfinances sont dans une situation catastrophique en termes de conséquences. Donc moi, je pense que les autorités ne peuvent pas à chaque fois choisir la solution facile qui consiste à aller juste à la privatisation, à la Sotoko et ensuite à la NSCT. On sait tous les scandales financiers qu'il y a là-bas. Ceux qui livraient les engrais et qui prenaient des milliards sans faire des comptes. Parfois, les gens ne livraient même pas. C'est des gens qui sont là dans le système. Pourquoi on ne fait pas un état des lieux pour savoir qui a fait quoi? Et puis je suis triste pour nos députés parce que quand on est à l'Assemblée nationale comme député, en réalité, il faut poser les débats de fond. Et même demander au gouvernement de leur dire effectivement c'est quoi la liste, la vraie liste des actionnaires. Parce que j'ai comme le sentiment que des gens se cachent. Il y a des actionnaires étrangers qui sont porteurs des actions des gens togolais. Il y a une dissimulation des actions. Et c'est ça qui stimule ces histoires de privatisation. Les gens se cachent derrière des partenaires étrangers pour acheter des sociétés togolaises. Et ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Vous parliez tantôt de la gestion qui n'aura pas été des plus orthodoxes à la société de coton. C'est le même avis du journal Indépendant Express qui écrit le coton du Togo, de la mauvaise gestion à la privatisation. Mais Emmanuel Sogadji, vous avez suivi les reportages à la TVT hier. Les députés présents ont tous acté à l'unanimité la cession à la NCT aux Singapouriens. Désormais, les Singapouriens de Olam, ils ont 51%. Les cotonculteurs togolais ont 40% et l'État togolais 9%. Ça, c'est de deux. C'est la vitesse avec laquelle tout ça a été fait. Je rappelle que c'était le 23 juin dernier que le Premier ministre a signé le projet de loi portant privatisation. Et 3 jours après, les membres de la commission ont été convoqués, certains par SMS, d'autres encore par WhatsApp. Et c'est le vendredi 26 juin à 15h que la commission a tenu sa première session. Et puis hier, avec une rapidité vraiment, enfin, que d'aucuns pourraient trouver déconcertante. Bon, l'Assemblée valide. Alors, dans ce laps de temps, est-ce que vous estimez, vous, l'avocat des consommateurs, que les députés ont pu avoir matériellement de temps de creuser ce dossier-là et en savoir suffisamment?
Merci, Sas. Vous-même, vous avez déjà fait l'exposé en termes de la durée des études ou bien des concertations que vous avez peut-être suivies sur les médias du 23 au 26 et au 30, c'est à peine 7 jours, je crois. Et pratiquement, je ne crois pas que les députés auraient le temps suffisant pour étudier de fond en comble les raisons qui ont poussé certaines autorités à initier ce projet. Et pour moi et pour la Ligue des consommateurs du Togo, ce n'est pas opportun cette privatisation. Pourquoi je le dis? Et si les autorités disent qu'ils vont augmenter la productivité en privatisant la société, est-ce qu'ils vont les surfaces cultivables de nos parents, de nos sœurs, de nos frères qui sont au village vont s'augmenter automatiquement? Je ne crois pas. Est-ce que comment on appelle, ils vont doter ces agriculteurs des outils modernes pour l'agriculture? Je ne crois pas. Donc, les députés, les ministres parlaient hier de la culture attelée. La culture attelée, c'est pas la culture qu'on fait avec les animaux. Oui, enfin, à l'heure là, ils vont encore parler de la culture attelée. C'est ce que les ministres Sani Yaya et Bataka ont dit hier. Oui. Oui, mais si c'est comme ça, mais ça ne vaut pas la peine. La culture attelée, où à l'heure où on est en train de moderniser l'agriculture, de mécaniser l'agriculture un peu partout à travers le monde entier. Est-ce qu'on a besoin d'un étranger pour faire ça? Si aujourd'hui on nous dit que de la Sotoko et à la nouvelle société Togodin du Togo, il y a difficulté en matière de management de la société, est-ce que ça dit qu'il n'y a pas des Togolais plus intellectuels qui peuvent gérer? Si un autre Togolais n'arrive pas à bien gérer, on ne peut pas trouver d'autres Togolais pour bien gérer. Peut-être que les Togolais n'ont pas encore l'expertise du coton. Les Togolais ont été autre école que ceux de Singapour ont été, je ne le crois pas. Donc les raisons que les autorités, que nos ministres là évoquent un peu partout dans le cadre de la privatisation de nos sociétés, en tout cas, moi personnellement et au niveau de notre organisation, ça ne nous dit pratiquement rien. Ils n'ont qu'à nous dire les vraies raisons. Si les vraies raisons sont ailleurs, là on va analyser ces vraies raisons. Parce qu'aujourd'hui, ils risquent, parce que pourquoi je le dis, nous on est disposés à dire, à déconseiller à nos parents d'abandonner la culture du coton. Ça ne nous apporte rien. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien aux paysans. Je vous dis. Dans un pays où les gens ont faim, la culture du coton ne rapporte rien. En réalité. Ce week-end, j'étais au village. Justement, les ministres ont dit que beaucoup d'autres cultures tournent autour du coton. Pour paraphraser un peu ce que quelqu'un dirait, si le coton marche, c'est que l'agriculture dans son ensemble marche. C'est pas vrai. Oui, je pense que, je ne sais pas s'ils maîtrisent bien ce qu'ils sont en train de dire, parce que, excusez-moi de prendre la parole, parce que moi, de mon point de vue, dans un pays où vous n'arrivez pas à nourrir suffisamment vos populations et que vous êtes obligé d'importer de la nourriture, la priorité pour un gouvernement, c'est de mettre les moyens dans la culture qui permet de nourrir sa population d'abord. Après, on pourra voir si on va exporter des choses. Il faut qu'on sorte du schéma colonial qui consiste à cultiver pour les autres. Café, cacao, les cultures de rente, aujourd'hui c'est le soja bio, qui prennent des surfaces énormes dans nos territoires, qui détruisent des forêts, qui à la fin ne nous ramènent rien du tout. Pendant la saison sèche, si vous allez dans ces régions où on cultive du coton, les gens n'ont pas à manger. Le cotonculteur est obligé d'aller au marché pour acheter du maïs. Alors, il y a une contradiction. C'est pour cela que moi, je pense que lorsqu'on parle de privatisation, je vais lancer un appel au secteur privé togolais. Nous avons un patronat, nous avons l'association des grandes entreprises, on a parlé de PND. Il faut que ces gens approchent le gouvernement pour leur demander qu'est-ce que nous faisons dans tout ça. Parce que quand vous voulez privatiser les choses, je ne sais pas, si vous êtes en France par exemple et que la France veut privatiser une société française, c'est ça. On appelle tous les grands groupes français. On lance un débat national. On lance le problème. On dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut prendre ça? Vous savez que les gens dans ce pays ont de l'argent. Ils en ont de l'argent plus que ces gens de ces Singapouriens. Ils en ont. Alors, si on pose le problème, peut-être dans notre patronat, certains peuvent dire, nous allons nous associer pour prendre des actions. À la Chambre du commerce, certains peuvent dire qu'on va s'associer pour prendre des actions. Mais je ne sais pas pourquoi on ne les approche pas. Je ne sais pas si c'est parce que notre patronat n'est pas aussi fort fort FRT. Oui, c'est ça. Fort comme dans les autres pays où le patronat pèse vraiment dans les grandes décisions du pays, où la Chambre du commerce pèse dans les grandes décisions du pays. Mais c'est un appel que je lance aux opérateurs économiques. Merci, Eric. Il faut qu'ils fassent prévaloir leur voix. Les ministres parlaient encore que la nouvelle société va s'impliquer dans la réhabilitation des pistes rurales. Nous-mêmes on faisait ça depuis. La participation à la recherche également, le renforcement du parc industriel,
les revenus des paysans, cotonculteurs et autres vont se trouver substantiellement augmentés. Alors il va falloir que et les députés et les ministres tiennent leur engagement, sinon dans quelques années, on les invitera pour répondre de ce qu'ils ont dit hier. Et ça, je pense personnellement que la privatisation en soi n'est pas une mauvaise chose. Comme le disait tantôt M. Sougadi et Ferdinand, je pense que c'est la forme que prend cette privatisation-là qui pose un problème. C'est-à-dire les gens auraient bien voulu avoir des actionnaires togolais au sein de la majorité. Si par exemple la société Olam, qui bien sûr est une société de référence, enfin une société stratégique dans le coton, avait en son sein des privés togolais, à visage découvert. À visage découvert, cela ne poserait pas autant de problèmes. Oui, parce que tout à l'heure, Ferdinand parlait, il disait que bon, il y a des gens qui sont quand même derrière, qui seraient porteurs des actions des Togolais. Oui, je pense que c'est peut-être là qu'il y a un souci à se faire. Cependant, moi je dis tout simplement que nos sociétés ayant à leur tête des compatriotes font toujours, excusez-moi le terme, mais la misère des populations. Pourquoi? À chaque fois, on parle de mauvaise gestion. Parce que les compatriotes qui sont là, peut-être qu'ils ont de la pression un peu partout. Il y a des lobbies qui se créent lorsqu'on nomme un directeur national à la tête d'une société nationale. C'est des gens parfois qui se disent qu'ils sont redevables à certaines personnalités et qui subissent des pressions qui font que parfois ils sont obligés de mal gérer les sociétés. Alors dans ce cas, Eric, c'est pour ça, il faudra que le pouvoir public arrête de faire pression sur les directeurs. Mais c'est pas forcément ce que nous disons, c'est pas forcément le pouvoir public. On dit des gens que toi et moi on ne connaît pas. Si la Sotoko n'a pas pu régler le problème dès le départ, dès sa création, jusqu'à la création de la NSCT, c'est par rapport à tout ça. Vous savez, vous allez dans certaines sociétés, vous voyez des directeurs qui, en réalité, ne décident de rien. Ce qui se passe aujourd'hui à Togocom, le nouvel actionnaire qui est là, le directeur, quand il y a un souci, il doit faire référence à ses patrons de l'autre côté. Ça bloque les choses. On a un problème technique. Il y a un directeur technique qui ne peut pas décider tant que l'ordre ne vienne d'ailleurs. C'est des situations que des gens vivent et qui font que les sociétés ne marchent pas. Maintenant, aller chercher un actionnaire stratégique n'est pas un problème. Cependant, il faut qu'on mette des garde-fous pour permettre quand même à l'État togolais, au pays, de pouvoir bénéficier de tout ce que les ministres ont cité hier comme conséquence directe et positive de cette privatisation. Ça, si tu permets, je crois que ce projet de privatisation de la NSCT n'est pas un bon projet. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'histoire va nous donner raison, et au plus dans 12 mois, moi, je le sais très bien. Dans 2 mois. Non. Puisque avec dans 2 ans. Dans 2 mois. Avec avec Togocom, c'est après 2 mois que les problèmes ont commencé. Ouais. Donc, juste pour dire que les raisons qu'ils avancent ne tiennent pas. Et il faudrait que désormais, l'Assemblée nationale sache, je l'ai toujours dit partout, si les députés savent très bien qu'ils nous représentent, ils doivent commencer dès à présent à communiquer sur leur projet de loi. Parce qu'il ne peut pas se lever un matin, se rassembler dans le Parlement construit par l'argent des contribuables togolais
et se lever et dire qu'ils ont voté un test, ils se dispersent, ils rentrent dans leur maison. Alors qu'ils communiquent rien, parce que dans presque tous les pays du monde entier, s'il y a de pareilles initiatives, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple est informé, la société civile est informée, les partis politiques sont informés, et ils apportent leur contribution pour cette initiative. Par contre, au Togo, nous assistons à des débats un peu partout. Par contre, au Togo, on attend que telle loi a été votée, et ainsi de suite, alors que les priorités pour le peuple togolais aujourd'hui sont laissées pour compte. C'est pas bon. Je vais peut-être étonner M. Sougadi. Oui. Depuis qu'on a des assemblées nationales avec des députés élus ou je sais pas. Depuis 1994. Je n'ai jamais vu nos députés s'intéresser à l'économie nationale. Malheureusement pour nous, quand il s'agit des questions politiques, ils sont prêts à réagir, à donner des informations. C'est l'interpellation d'Emmanuel Sougadi, parce que c'est quand même bizarre que les députés n'aient consacré qu'une seule séance en commission au prix de privatisation et qu'hier, on écoute les présidents des groupes parlementaires UFC et Jerry Net se féliciter de ce projet de loi auquel ils ont appelé leurs camarades à voter à l'unanimité, à se demander s'il y a un monde entre les députés et les citoyens. Je voudrais encore ajouter quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, nous faisons l'effort. La presse, je veux dire, nous faisons l'effort, lorsqu'il y a des projets de loi, d'essayer de les annoncer pour que les populations, même si vous n'êtes pas député, même si vous n'êtes pas politique, pour que tout le monde puisse réagir là-dessus. Mais, malheureusement pour nous, personne ne rentre dans le jeu pour dire attention. Personne, ça dit aucun député. Quand je parle des populations, des Togolais lambda, parce que c'est de ça il s'agit. Les Togolais ne sont pas informés. Si vous êtes... Non. Ce que la presse fait dans ce pays, attention, mon cher Emmanuel, nous faisons beaucoup de choses. La presse manque de relais dans l'opinion publique. Les avant-projets de loi, attention, parce que moi je tiens à ça, nous avons tenu à ça pendant des années. Votre journal le fait régulièrement. On annonce les projets de loi, mais personne ne réagit. La preuve, Eric, dernièrement, nos députés ont voté une loi sur le nucléaire. On a été surpris comme ça que le Togo a voté une loi pour le nucléaire. Et je vous dis, tous les jours, je fais des pieds et des mains à l'endroit du bureau de l'Assemblée nationale, à l'endroit des députés, mais je n'ai pas encore l'avis d'un député pour venir débattre avec nous, alors que des enseignants-chercheurs, des scientifiques sont disposés. Voilà pourquoi ce débat continue à traîner. Ferdinand. Alors, rapidement, moi j'avais déjà l'exposé des motifs du gouvernement. Je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux. Mais j'ai constaté que certains députés ne savaient pas. À quelques heures, certains députés ne savaient pas. Mais moi, j'avais le document. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un problème de communication même déjà entre eux là-bas. Vous voyez. Alors, pour rebondir sur ce que Eric a dit, mais si nous disons c'est parce que les gens gèrent mal et qu'il faut aller chercher les étrangers, alors il faut faire ramener tous les blancs au Togo. Non, c'est pas ça mon idée. Non, c'était pas ça mon idée. D'accord. Si nous disons les gens gèrent mal, parce qu'ils sont sous pression, et que parfois, il faut privatiser pour que l'étranger qui gère n'ait pas de pression, alors faisons venir les Blancs. Si ça se fait 60 ans d'indépendance, nous ne sommes pas capables de punir les gens, nos propres frères, qui gèrent mal des biens communs, au point qu'il faut aller rechercher les étrangers. Il y a un souci. Vous savez que dans ce pays, il y a un mécanisme de contrôle des finances publiques. Il faut que chacun fasse son travail. Vous avez l'inspection générale l'inspection générale d'État qui se trouve à la présidence. Le responsable de l'inspection générale d'État, ça fait 14 ans qu'il est à la retraite, mais il est toujours là. En fonction. Il est en fonction, M. Nyandi. Totalement fatigué, mais il est en fonction. Et son département est presque moribond. Vous avez l'inspection générale des finances, qui est au niveau du ministère des Finances. Vous avez l'inspection générale du Trésor. Vous avez la Cour des comptes. En réalité, on n'avait même plus besoin de créer une commission anticorruption, A+IA, parce que ce sont des institutions de luxe, ces histoires de A+IA, qui pompent de l'argent public à ne rien faire parce qu'on veut satisfaire les Blancs. Si toutes les institutions que je viens de lister, qui sont des institutions constitutionnelles,
l'IGE, l'IGF, l'institution du Trésor et la Cour des comptes faisaient leur travail régulièrement, mais le directeur qui est à la tête d'une société et qui gère mal la société parce que X ou Y aurait fait pression sur lui pour avoir de l'argent, mais on le fout au gnouf. Et la vie continue. Il faut ajouter que ces sociétés publiques ont à leur tête des conseils d'administration. Bien évidemment. Qui sont des conseils de surveillance également. Je vous donne un exemple. Le conseil d'administration du port autonome de Lomé date des années, je ne sais pas, 94, quelque chose. Tout le monde est mort. Il n'y a que 2 personnes qui sont encore dans le... Non, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sont encore dans le conseil d'administration du port autonome de Lomé. Il n'y a que 2 personnes. Vous avez l'ancien ministre Oulogo Keyewa, vous avez 2 autres ministres qui sont encore dans le conseil d'administration. Tous les autres ne sont plus là. Mais comment voulez-vous que le port soit efficace quand on a des choses comme ça qui ne fonctionnent pas? Alors, je pense que... Donc, ça veut dire que c'est le directeur seul qui gère. Oui, c'est parce que nous-mêmes, à l'intérieur, nous manquons de rigueur dans la gestion. C'est parce que les gens bénéficient de l'impunité que des choses comme ça arrivent. Pourquoi ce que les Ghanéens font, ce que les Rwandais font, nous sommes des extraterrestres pour ne pas pouvoir le faire? Je vais ajouter quelque chose. On va évoluer. Quelques secondes. L'exemple, c'est que si on amène les étrangers, s'il y a de malversations, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à les arrêter. Les gens s'enfuient. Et le problème n'est pas réglé. Je donne l'exemple de la société de Kouma au niveau de Blita. Les gens sont où aujourd'hui? Les gens sont où? Merci. Impunité, ça nous ramène à un dossier qui fait polémique depuis près d'1 mois. Tout est encore parti des colonnes de l'Alternative qui avait publié un dossier fumant sur la cellule sectorielle de fluctuation des prix des produits pétroliers. Il n'y a pas de jour sans que les médias ou les réseaux sociaux n'en parlent. Aujourd'hui, c'est encore l'Indépendant Express qui écrit SOS pour argent volé. L'article est relatif à ce qu'on peut appeler scandale, sans se tromper. Au point de la société civile, on a assisté à des communiqués de presse par lesquels l'Association togolaise des consommateurs et également la Ligue des consommateurs du Togo, Emmanuel, vous-même, vous interpellez qui de droit pour que toute la lumière se fasse sur ce dossier-là? Merci, ça c'est un sujet très important pour les auditeurs auditrices de Canal FM et de nos organisations de consumérisme, parce que toutes les organisations de consommateurs à travers le monde entier sont des organisations qui travaillent dans la lutte contre la corruption. Et chaque jour, la presse, notre devoir, chaque jour, la presse fait une révélation concernant des cas de détournement de données publiques. On a l'obligation et le devoir de pouvoir demander à l'autorité de s'autosaisir et d'éclairer l'opinion nationale. Ce qui fait que nous, lorsque l'article est sorti dans le numéro 879, si j'ai bonne mémoire, de l'Alternative, on s'est posé plusieurs questions et on a aussi vérifié certaines informations. Il dit, mais il faut qu'on puisse demander à l'autorité de pouvoir s'autosaisir, parce que la loi n'est pas faite pour d'autres. C'est-à-dire la loi n'est pas sélective. Okay? La loi, elle est faite pour tout le monde. Et donc, si on arrive à arrêter certaines personnes pour d'autres crimes ou bien d'autres actes qui sont répréhensibles vis-à-vis de la loi, mais s'il y a des cas d'allégation, la loi oblige d'abord le procureur de la République à s'autosaisir, parce que lui représente les Togolais. Le procureur de la République représente le pouvoir public, donc le pouvoir public représentant les citoyens. Et donc, il doit éclairer l'opinion des citoyens. Et donc, nous, on lui a adressé un courrier dans ce contexte-là pour lui demander de s'autosaisir. Et nous lui avons garanti notre disponibilité à l'accompagner, parce qu'on sait qu'on est dans un système où, lorsque peut-être il a le courage de pouvoir instruire un dossier pareil, il serait intimidé ainsi de suite. Mais il a l'obligation de satisfaire les Togolais, au nom de qui il rend souvent ses décisions. Merci. Et on a aussi voulu, parce que le APLUSIA, qui est une institution étatique, à l'époque, nous on avait dit que ça a été fait pour répondre aux exigences des institutions internationales telles que celle de MCC, et des gens nous l'avaient critiqué à l'époque. Mais on est désolé de le constater que plusieurs dossiers que nous on lui avait transmis et qui ont été révélés par la presse, et du coup aujourd'hui personne n'a été inquiété dans le cas de ces dossiers-là. Et donc, alors que ce sont des dossiers très sensibles et qui devaient ramener beaucoup de milliards dans la caisse de l'État, qui devaient nous aider à construire des hôpitaux de référence, même avec l'affaire des 500 milliards. Si par exemple on construit un hôpital à 7 milliards par exemple, donc, 500 divisé par 7, on pourrait avoir plusieurs hôpitaux. La société civile, la LCT, la TC, il y a également des partis politiques comme le CA,
la CDPA, je ne sais pas si j'en oublie, qui relaie également cet article de l'alternative, qui interpelle ou le procureur de la République ou la APLUSIA d'audit, en fait, d'investiguer dans ce dossier-là et nous situer. Les premières réactions, en fait, d'autres réactions continuent à émerger depuis quelques heures. C'est le député Jerry Tama qui réagit et qui trouve Ferdinand dans votre article un remarquable travail d'investigation. Pour Jerry Tama, l'article porte des apparences d'un délit d'initié associé à une collision d'intérêts familiaux. Jerry Tama qui trouve que cette affaire devrait relever de la justice par le procureur de la République, par le Parlement, dont lui député, par l'exécutif, la société civile. Ça c'est Jerry Tama. Mais autre député également qui s'est prononcé, c'est le président du groupe parlementaire UFC l'Assemblée, le député Sénat Alipuy, qui, lui, ne trouvait rien de sérieux dans votre article. Il allègue même plutôt que Ferdinand, votre journal procéderait à des règlements de compte aux Adjacli. Ferdinand? Alors, rapidement, si vous voulez, je vais réagir par rapport à tout ça. D'abord par le dernier, le député Alipuy. Bon, comme je l'ai dit à des amis qui sont venus m'interroger hier, je connais bien le père Alipuy, je le fréquente régulièrement. C'est un monsieur très dense pour comprendre parfois certains aspects de l'histoire du Togo, les questions économiques monétaires. Je le fréquente, il est très dense. C'est une référence. Malgré l'âge, il a gardé toute sa lucidité, les dates, tout. Il faut rappeler que monsieur Alipuy, ancien ministre, ancien fonctionnaire, mais il continue à travailler toujours dans la civile avec son association GRAD. Bien évidemment. Et donc, je sais que le fils est à l'opposé des convictions du père. Seulement, il ne savait pas qu'il était moins intelligent. Voilà. Et donc, pour dire rapidement que je ne sais pas quel règlement de compte on ferait à qui. J'aurais bien souhaité que vous invitiez ce député dans un débat, lui et moi. On va parler. Ce qu'il ne sait pas, je vais le lui dire. Mais la seule chose que je sais que le député Alipuy, il est ami à Fabrice Adjacli, le fils de M. Adjacli, qui a fui. Ils ont fait ensemble le collège Plateau. Le collège Plateau qui appartient à M. André Kouvidien et Gachem Ivedor, puisque la femme de M. Adjacli est Kouvidien. Donc, vous voyez les connexions. Donc, à propos des écoles, si on devait rechercher tous ceux avec qui nous avons été à l'école, je vous dis c'est des amis. C'est des amis. Oui, c'est des amis. En plus d'avoir été à l'école. C'est des amis. Et donc c'est lui plutôt qui a intérêt à défendre quelqu'un. Alors, mais moi je reviens rapidement sur cette affaire qui fait des vagues. Alors, pour ne pas trop prendre la parole, vous savez, avant 2004, le pétrole au Togo était importé par les pétroliers, ce qu'on appelle les GPP, le groupement des professionnels pétroliers. Entre-temps, certains ont eu l'idée, c'est-à-dire Mobil, Shell, Desaco et puis Total. Donc c'est eux qui importaient à tour de rôle, selon les besoins. Nous consommons 30 millions de litres de carburant chaque 3 mois. Quand je dis 30 millions de litres, vous avez le super sans-plomb, vous avez le gasoil, vous avez le jet A1 et vous avez le pétrole lampant. Et donc, on repartit les choses selon les besoins qui sont dans le pays. Alors, et donc, entre-temps, certains ont eu l'idée d'arracher cette prérogative aux pétroliers et de le confier au ministère du Commerce et notamment à ce fameux comité de fluctuation et tout. Et donc, le père Adjacli était déjà au ministère. Et il était fonctionnaire. Il était fonctionnaire au ministère. Il était au ministère. Il était un expert du ministère. Et il était dans le comité. Il était le directeur financier du comité. Après, il en est devenu le directeur général. Et entre-temps, il a fait intégrer son fils dans le comité, après avoir mis son fils à disposition d'un expert qu'il a formé pour être trader. Et le fils, rapidement, est devenu le numéro 2 du comité. C'est-à-dire, le père est le coordonnateur, le fils est le numéro 2. Le comité n'est pas composé par le ministère du Commerce. Le comité, il y a un décret qui nomme les gens qui sont dans le comité. Dans le comité, vous avez les experts du ministère du Commerce, vous avez les experts du ministère de la Mine et de l'Énergie, vous avez les syndicats, vous avez le patronat, vous avez, je ne sais même plus qui. En tout cas, il y a plusieurs organisations qui sont dans le comité. Et comment le fils s'est introduit? Oui, bon, on va laisser Ferdinand faire ça. D'abord, il y a un secrétariat technique. Non, s'il vous plaît, le micro. Il y a un secrétariat technique.
C'est dans ce secrétariat technique que le fils d'Adjakli est le numéro 1. Donc, le Adjakli lui-même étant le coordonnateur du comité de suivi de fluctuation des prix de pétrole à la pompe, son enfant est le numéro 1 du comité technique qui fait presque tout. Et qui après appelle les membres du comité de suivi pour dire c'est ce que nous faisons et ils n'ont rien à proposer. Attends, j'arrive. et donc, où est-ce que j'en étais, je ne sais même plus. Et donc, le père, le numéro 2. Oui. Entre-temps, donc c'est eux qui s'occupent de la commande, c'est eux qui fixent les prix, c'est eux qui font tout. Entre-temps, ils créent une société privée, c'est-à-dire le père et le fils créent une société privée qu'on appelle Management Hydrocarbures, dont la mission est de faire tout ce qui relève du pétrole, des hydrocarbures et tout. Et on ne sait pas par quelle gymnastique l'État leur donne l'aval de commander le pétrole. Vous voyez, les gens sont dans un comité public. Ils créent une société privée et l'État leur donne l'aval de commander le pétrole. Il y a déjà un conflit d'intérêt. Alors, si un député ne sait pas ça, je ne sais pas ce qu'il fait à l'Assemblée. Il y a déjà un conflit d'intérêt. Alors, donc, eux, ils commandent le pétrole, mais ils font les appels d'offres. C'est les appels d'offres, je vous ai dit 3 mois. Donc, ils font les appels d'offres. Et quand on fait les appels d'offres, les sociétés viennent souscrire. Et on ouvre les offres. Et on a remarqué que depuis un certain temps, depuis presque 7 ou 8 ans, il n'y a qu'une seule société qui gagne les appels d'offres. Il n'y a que la même société. À chaque fois qu'on ouvre, il n'y a que la même société. Et les autres participants ont commencé par bourdonner en disant, mais c'est quoi cette histoire-là? Et à chaque fois, la commission d'appel d'offres est présidée par la primature. Il y a un représentant du gouvernement dans cette commission-là. Et donc, les gens ont commencé par bourdonner. On bourdonnait. Et il y a un journal français qu'on appelle Africa Intelligentsia qui a sorti une note confidentielle en disant que le fils Adjakli, qui est le numéro 2 de la commission, qui s'occupe en fait de toutes les offres techniques, il est un agent infiltré de la société suisse Vitol dans le comité. Personne n'a vu ça. Donc c'est l'agent infiltré de Vitol dans le comité, qui fait qu'à chaque fois qu'on va à un appel d'offres, c'est Vitol qui gagne le marché. Alors quand Vitol gagne le marché, les gens viennent, les gens sont étonnés, et tout le monde repart. On revient 3 mois après, on ouvre les offres, Vitol gagne toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, l'État met de l'argent à disposition de la société pour commander. Et la société Adjakli commande le pétrole, vend le pétrole aux marketeurs. Les marketeurs, c'est tous ceux qui ont créé les stations d'essence, tout ça là. C'est-à-dire, par exemple, la société T-Oil, dont on a parlé aujourd'hui, achète 800 millions de carburant chaque 2 semaines, chaque 15 jours. Total achète 3 fois plus. Vous avez Tesaco qui achète, vous avez Cap qui achète, vous avez plusieurs personnes qui achètent. Alors, ils libèrent les chèques au nom de la société des Adjakli. C'est-à-dire qu'ils ne libèrent pas les chèques au nom du trésor. Vous prenez l'argent de l'État, vous commandez le pétrole au nom de votre société et on libère les chèques à votre nom. Vous mettez cet argent sur votre compte personnel. On ne sait pas par quel mécanisme l'État reprend sa part. Mais entre-temps, quand vous mettez les milliards sur vos comptes, ça donne des dividendes. Et ça roule. Et vous voyez, ça c'est une première partie. La deuxième partie, c'est quand on commande le pétrole. Quand par exemple, le pétrole est à $100 aujourd'hui, et qu'on fait un appel d'offres, et que une société gagne l'appel d'offres à $100, et qu'après sur le marché international, puisque le prix du pétrole est fluctuant, sur le marché international, si le prix tombe à $50, celui qui a gagné le marché ne retourne pas la différence de $50 l'État togolais. Mais c'est pour cela que c'est le fils qui fait les appels d'offres, c'est lui qui fixe les dates, c'est lui qui fait tout de manière à ce qu'il puisse agir sur le circuit international. Alors, mais les Adjakli n'ont pas que seulement ces sociétés. Les gens pensent que quand on parle, on en veut aux Adjakli. Tout le monde dit, vous en voulez aux Adjakli. Non, on ne les connaît pas, on n'a rien. C'est parce que c'est des gens qui manipulent l'argent de l'État que nous sommes obligés de parler d'eux. Ils n'ont pas que créé ça. Ils ont créé au moins 4 sociétés, dont une société civile immobilière qui permet de recycler l'argent dans le secteur immobilier.
qui permet de recycler l'argent dans le secteur immobilier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Le fils, le père est très discret. C'est un monsieur d'un certain âge, très discret. Mais le fils, vous voyez, quand on met les jeunes dans des trucs, le fils a à peine trentaine, là, il est dans la trentaine, il avait tellement d'argent, le fils a fait venir sa belle famille à Lomé, ils avaient leur bureau à la SCGI, ils ont déménagé depuis, et tout le monde est payé à des coûts inimaginables. Le fils a commencé par adopter une vie... Vous avez décrit tout ça dans votre oui, article. Non, il faut qu'on en parle. Le fils a commencé par adopter... Je vais vous dire pourquoi l'incident est arrivé. Et justement, le fils a commencé par adopter une vie grandiose qui commençait par inquiéter le père. Et ils ont commencé par avoir des soucis au niveau de management hydrocarbures. Parce que le père disait que... parce que c'est pas la première fois qu'on écrit... aussi un problème de mœurs. Ouais, c'est pas la première fois qu'on écrit sur eux. Il y a plusieurs journaux qui ont déjà écrit sur ce réseau. Et donc, le fils a commencé par faire des trucs et le père a commencé par s'inquiéter. Et le père a rappelé son fils à l'ordre en vain. Et le père il y a eu des accrochages énormes et le père a dû retirer la signature à son enfant sur tous les comptes. Et entre-temps, il y a eu un autre projet dont on n'a pas parlé dans le journal, parce que quand les gens parlent, les gens disent oui, l'alternative fait quoi? Nous, on va faire ce que j'ai dit. Mais quand un journal fait une enquête, vous ne savez pas ce que le journal garde pour lui. Et entre-temps, il y a eu un souci entre le père et le fils, parce que le père est en train de construire un grand laboratoire d'analyse chimique de pétrole à Agoué, sur 4 lots. Et c'est le fils qui dirigeait les travaux avec des blancs qu'on a fait venir de France. Ils ont déjà investi dans ces trucs au moins 300-400 millions. Mais la gestion n'était pas tellement bonne que ça créait une tension entre le père et le fils. Et le fils, à un moment donné, comme il savait que les taux se resserraient sur lui, a dû partir. Le fils a dû partir et il s'est retrouvé en Afrique du Sud avec toute sa famille, expatriée, tout ça, dans un ranch. Alors, quand on me dit qu'il n'y a pas de preuves, où est-ce qu'un jeune homme de 30 ans a trouvé de l'argent pour acheter un ranch en Afrique du Sud? Où est-ce qu'un jeune homme de 30 ans a trouvé de l'argent pour investir dans des trucs immobiliers un peu partout dans le monde? Mais nous, les journalistes, on met des informations à disposition des autorités ou des députés. Quand on est parlementaire, on vote les lois, on vérifie, on contrôle l'action gouvernementale. Ferdinand, cette donc, affaire-là, jusqu'à présent, officiellement, l'État ne réagit pas. Sauf que depuis la semaine dernière, un confrère qui écrit que l'affaire serait remontée jusqu'au chef de l'État qui aurait piqué une vive colère. Attendez que je finisse ça. Attendez que je finisse. Alors, il n'y a pas que ça. Tous les ministres qui sont passés, parce qu'il y a 4 ministères qui sont impliqués dans cette affaire. Il y a le ministère de l'énergie et des mines, il y a le ministère des finances et de l'économie, il y a le ministère du commerce et il y a la primature. J'ai parlé tantôt de la primature. Tous ces ministres-là, surtout les ministères, tous les ministres du commerce qui sont passés, les gens étaient mouillés. Mouillés, c'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire ils bénéficiaient d'énormes avantages auprès des Adjakis. Mais au nom de quoi, par exemple, un ministre de commerce a bénéficié d'une Prado neuve auprès de ces gens? Au nom de quoi ces gens ont pris en charge les études des enfants d'un ministre en France? Mais il y a des choses. Si vous rentrez dedans, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, ceux qui s'agitent en disant oui, vous savez, la primature, j'en parle. Vous savez que la primature a instauré une taxe dans la structure des prix que personne ne voit dans la structure des prix. Personne ne voit cette taxe-là. On a greffé ça sur une autre taxe. Chaque litre d'essence que vous achetez, la primature prend 2 francs. La primature prend 2 francs sur chaque litre d'essence que vous achetez à la pompe. Et ça a été instauré depuis le temps du Premier ministre Humbo. Est-ce que ça a été suspendu? On ne le sait pas. Alors, si vous multipliez 2 francs fois 120 millions de litres que nous utilisons, ça veut dire qu'il y a une caisse spéciale de la primature qui reçoit 240 millions chaque année, qui gère ces fonds. Il y a le ministère de l'Environnement qui reçoit de l'argent sur l'impact environnemental dans la structure des prix. Cet argent n'est jamais allé à destination. Qui prend ça? Donc, quand vous voyez tous les aspects de ce dossier-là, il y a lieu de faire un état des lieux pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement, qui a fait quoi, qui manipule l'argent de l'État. Je rappelle que c'est de l'argent public que les gens manipulent. Et donc, pendant des années, ils ont organisé un détournement. C'est pas nous qui avons dit 500 milliards. C'est des experts pétroliers qui nous ont fait un calcul. Pour dire, certains moments, on dit plus que ça. Donc, il faut faire quand même un état des lieux pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et vous ne pouvez pas, dans un pays normal, confier à une seule famille un secteur aussi stratégique que la commande du pétrole. Ça rentre même dans un enjeu stratégique pour le pays et sécuritaire. Merci. Donc, il y a un souci. Il est 12h, on va devoir suspendre là. Autre dossier que vous sortez aujourd'hui, l'alternative, qui parle toujours des hydrocarbures, la compagnie T-Oil, l'autre grande épicerie de la République. Vous nous amenez dans une immersion dans un capharnaüm. Juste pour dire en une phrase
Ferdinand, que T-Oil, c'est l'héritière de Shell Togo. Quand Shell quittait notre pays, l'État togolais a racheté la société sous la dénomination T-Oil, société publique, mais qui donne l'impression d'être gérée par un club d'amis. C'est des copains et des coquins, si je peux parler ainsi. Et tous ces gens-là sont à la présidence, ils sont autour du président, ils font tout et n'importe quoi. C'est une société d'État à 75%. Le capital appartient à l'État togolais parce que l'État a acheté les actions de Shell. Et quand vous lisez ce qui se passe là, c'est la catastrophe dans cette société-là. Il y a lieu de sévir. C'est-à-dire que on ne peut pas permettre que dans un pays où nous avons des difficultés à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à équiper les gens des petits forages d'eau pour que les gens boivent dans les villages, certains se permettent de prendre des libertés avec de l'argent public. Je ne dis pas que dans tous les pays au monde on vole, même aux États-Unis il y a des mécanismes pour les gens de détourner, mais quand les gens vont trop loin dans le vol, à un moment donné, il faut que quelqu'un leur tape un peu sur le doigt. Et dans cette affaire c'est la seconde partie du pétrole gate au fait. On en reviendra sur une troisième partie. Et donc c'est la deuxième partie. Et quand vous prenez cette société-là qui appartient à l'État togolais, vous voyez comment est-ce qu'elle est administrée. Vous voyez les organes d'administration. Vous voyez les gens qui interviennent. Vous voyez les trafics d'influence dans ces sociétés et vous voyez ce qui se passe actuellement dans T-Oil, où il y a une ambiance délétère. Des ingénieurs qui ont été formés 20 ans, 15 ans par Shell sont en train de partir parce que la gestion n'est pas celle-là. Un dossier que nous laissons le temps à l'opinion de s'approprier, mais juste à titre indicatif. Attends, il dit qu'il faut privatiser encore. Non, à titre indicatif, le conseil d'administration de T-Oil Togo comprend président le PCA, c'est Patrick Tevi Benissan, qui est le secrétaire général à la présidence de la République. Ouais. Il est aidé des sieurs Charles Gaffan de Bangna, qui est la fille d'un ancien ministre. Bagna plutôt, donc la fille de l'ancien ministre Bagna, de la ministre directrice de cabinet du président de la République, Madame Tomenga Dogbe, de Malik Nachaba, qui travaille à la présidence, de Maoussi Djossou Semonji, ancien ministre, député maintenant, Kofi Sodokin également. Alors, on peut s'étonner quand même que tout cet aéropage-là, qui travaille auprès du président direct, et qui administre la compagnie T-Oil, laisse passer ce que vous avez écrit dans votre article et qui n'est pas du tout beau, Ferdinand. C'est pas du tout beau, et c'est pour ça qu'il faut le faire ressortir. On a dit dans l'article, mais si le président n'est pas au courant, il ne peut plus dire désormais qu'il ne le sait pas. Parce que maintenant c'est dehors. Donc il ne suffit pas d'être en colère, il faut prendre des décisions. Parce que le pays est en train d'aller à volo. Les gens depuis quelques années ont le sentiment que parce qu'on est proche du président ou on est ami du président, ils bénéficient d'une certaine impunité et les gens exagèrent. Ferdinand, je suis obligé de vous arrêter parce que vous écoutez en France ou non les auditeurs qui s'impatientent. C'est leur moment, juste le temps que nous s'ouvrions un peu. Nous nous ouvrons à vous, chers amis. Eh bien, autour de la table, Emmanuel Sogadji de la RCT, Eric Johnson et Ferdinand Ité, nous sommes à l'écoute pour vos questions, vos commentaires. Celui qui attendait, qui a dû partir, mais qui va revenir. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, ça, monsieur? Comme David avait dit. Okay, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je salue monsieur Ferdinand Ité. Merci. Mais Ferdinand Ité, vraiment, vous nous avez beaucoup manqué. Vous continuez toujours pas à nous manquer. Je souhaiterais que de temps en temps, il faut passer la juste radio de la place pour nous entretenir encore avec ton collègue Abiel Alpha. Oui, d'accord, mais comme on a dit, en même temps, il faut aussi acheter le journal de Ferdinand, l'alternative, 250 francs. On l'achète de temps en temps. Donc, achetez maintenant chaque fois. D'accord. Bon, je reviens maintenant à la question. Et à propos de son journal d'investigation qu'il a fait. Et je le félicite. C'est pas n'importe qui, un journaliste d'investigation. Merci, vous avez déjà félicité. Merci. Nous allons passer au suivant qui attend. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est Kosiga du centre communautaire de Bain. Eh bien, nous vous écoutons. Oui, je salue le plateau. Merci. Je vous demande de calmer tous les journalistes présents là-bas. Non, nous sommes tout calmes. Oui, ils sont calmes. Ouais, vous êtes là souvent pour éclairer l'opinion publique. Ouais. Pour le problème de Sotoko,
Et j'avais fait une intervention technique. Et bref. Et il faut que les journalistes fouillent. J'ai dit un certain monsieur a été directeur et puis il a été député de la localité. Maintenant, c'est le numéro 1 de la République togolaise. Il faut que les journalistes fouillent. J'en passe. Et je reviens au ministère du Commerce. Monsieur DG. Je lui envoie mes salutations. Quand il fut d'abord directeur de Bénir, moi je suis déclaré en douane. Il a été trop félicité. À toutes les interventions, il nous trouve des solutions. Devenu directeur général de la douane, il est devenu comme un Jésus. Il a fait beaucoup de mots aux déclarants de la douane au port. Et quand il est arrivé, c'est comme... Merci, notre ami est parti. Merci de faire bref pour qu'on puisse recevoir un maximum de personnes. Bonjour l'ami, le suivant. Bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kofi, je vous appelle d'Aguelpedo. Eh bien, nous vous écoutons. D'abord, je voulais vous remercier. Et le remerciement va directement à notre ami. Oui, allez directement au sujet qui vous préoccupe. Voilà, c'est par rapport au cotonculteur. Je vous informe que c'est un chaos total. Et donc, cette année, c'était déjà prémédité. L'État voudrait vraiment liquider cette société. Et donc, j'étais au Nord la semaine passée, je suis conseiller. Je vous informe que les parents se plaignent. Pourquoi? Parce que ils ont déjà réduit le prix du kilo, qui était, je crois, à 265. Maintenant, il y a moins 40 francs déjà. Donc, vous voyez déjà le problème. Donc, ça veut dire en réalité que c'est nos pauvres parents qui souffrent. C'est eux que l'État veut maintenant liquider. Donc, vraiment, je voudrais que l'État se voit. Il y a plutôt un contrat. Si vous semblez reprocher... si la gestion de la société n'est pas des plus orthodoxe, est-ce qu'il n'y a pas un remède à apporter à la chose? Non, ce n'est pas le remède. Je crois que c'était déjà, c'est qu'ils ont déjà informé à ces cotonculteurs que cette année, ce sera une société privée qui gérera le coton et que le prix va être revu à la baisse. Donc ça, vous voyez que ce n'est pas pour une... Donc les députés ont été mis devant le fait accompli. Voilà. Merci, merci l'auditeur. Nous allons passer au suivant pour plus de diversité, de richesse dans les débats. Bonjour l'ami. Oui, allô. Oui, c'est monsieur? C'est Pelé. Ok, allez-y directement s'il vous plaît. Je salue le plateau. C'est pour dire que on va demander où sont les Togolais. Quand tout ça se passe dans ce pays, où sont les Togolais? Nous avons 4 pouvoirs, qui est le pouvoir exécutif, que lui-même il a déclaré que lui ne parle pas. Il a dit la vérité. Il vous a dit ça? Il a dit que lui ne parle pas. Ok. Le deuxième pouvoir? Bon, le deuxième pouvoir, c'est l'Assemblée. L'Assemblée a dit qu'elle accompagne le pouvoir. Donc, elle a dit la vérité. Ok. Le troisième pouvoir? Maintenant, le troisième pouvoir, c'est la justice. Mais quand on crée une commission d'enquête, la justice est barrée. Donc, c'est bloqué. Maintenant, il y a le 4e pouvoir qui sont les journalistes. Oui. C'est pourquoi je voudrais arriver à M. Ferdinand que félicitations. Il faut garder ce 4e pouvoir-là à ce peuple seulement. Le 5e pouvoir que le président Faure Gnassingbé a créé, l'Assemblée a créé, est que c'est le chef de file de l'opposition. Où est ça? Où est le chef de file? Celui qui va encore aider le peuple, il est au dortoir. Merci Pelé. Merci Pelé pour votre élan. Nous allons prendre le suivant. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oh, mon patron. Papa Sibiti. Oh, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Ferdinand, mon directeur. Monsieur Ferdinand, ici. Oui, bonjour Papa Sibiti. Répondez-moi. Oui, j'ai répondu. Félicitations. Merci Papa Sibiti. Vous savez, ceux qui sont les moins, on croit les moins non corrompus, c'est eux. Vous venez de citer le nom d'un premier ministre, Wumbo, international. Est-ce que c'est bon ça? Quand les gens meurent de faim, d'autres volent, tout ce que j'ai dit, personne ne peut prendre les choses en main, sauf le président de la République. Le président de la République, moi, ce n'est pas mon problème. Il est aujourd'hui notre président de la République. Que les gens veuillent ou non, c'est lui que Dieu nous a amenés. Donc, tout ceci se passe sous son règne.
il va être, les gens ne vont pas l'apprécier. Alors, il doit faire quoi? Il doit faire quoi? Le président doit faire quoi selon vous? C'est lui qui doit taper sur la table. Monsieur, vous ne savez pas, est-ce que ce que monsieur Ferdinand a dit, c'est faux? Parce qu'un député dont le père est un éminent, vraiment, je ne sais comment le qualifier, personnalité de ce pays, l'éminente personnalité de ce pays, est venu démentir. Oui, Papa Sibiti. Comment? Monsieur, il n'a qu'à prouver. Est-ce que monsieur Haïté, avant de se lancer dedans, n'a pas fait des recherches? Papa Sibiti, votre âge est avancé, calmez-vous. Laissez-moi question d'âge. L'âge avancé ne peut rien me faire. Que le président nous sauve. Que le président Faure Gnassingbé, notre président, je ne vais pas dire le président, notre président nous sauve. Merci. Merci Papa Sibiti. Gardez votre calme. J'ai envie de vous garder, enfin que Dieu vous garde en vie longtemps pour nous. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, c'est Fabiola. Saviola. Voilà, Fabiola. Fabiola, ok, allez-y. Voilà. Merci à tout le plateau. Alors, je voulais dire une chose. Moi, quand j'écoute ce genre de choses, depuis quelques semaines, je vous entends, je suis écœurée. Je suis en colère, je suis triste pour mon pays. Je voudrais juste dire quelque chose pour nos dirigeants. Moi, personnellement, je ne vous demande pas de faire 2 ou 4 mandats ou excusez-moi, mais on s'en fout pratiquement. Ce que nous vous demandons, c'est d'être honnête, de nous diriger comme il faut, de nous donner les opportunités pour que chacun soit vraiment à l'égal de l'autre, au devant de la loi, au devant au devant socialement, qu'on ait vraiment la chance de pouvoir se dire oui, je suis fils de paysan, de cultivateur, mais j'aspire à être président, j'aspire à être ministre. Franchement, donnez-nous l'occasion de rêver dans ce pays. Là, vous parlez à qui concrètement, Fabiola? Alors là, je parle aux ministres, aux députés, qui me déçoivent vraiment. Alors, je parle aux ministres, aux députés, je ne dirais même plus le président de la République, parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Faites-nous rêver un peu. Nous sommes fatigués, la jeunesse est fatiguée. Et là, je donne encore, si je peux, un carton rouge à la population congolaise, parce que sous d'autres cieux, quand des choses comme ça se passent, mais la population revendique. Je n'incite personne à la violence, mais la population revendique ce qu'on lui vole quand même. Merci Fabiola. Merci d'être la première destinatrice de votre propre carton rouge. Bonjour le plateau. Oui, bonjour à vous. Abonné. Allez-y, Camille. Félicitations à vous. J'aimerais poser 2 questions. La première question, c'est à M. Ferdinand, que je félicite avec tous les confrères qui travaillent pour lui. Comment est le mécanisme du prix? Parce que certains ministres nous ont dit que c'est compliqué, le mécanisme à expliquer, et qu'un débat de 1 heure ne peut pas suffire. Est-ce que vous avez les éléments qui nous permettent de fixer le prix? Merci. La deuxième question? La deuxième question, c'est pour M. Sogadi. Ils ont fait un travail et la CEDEAO a sanctionné l'État togolais à payer des dommages. Mais ici, quand Togocel et Move te cause dommage, tu veux formuler pour que tu puisses rentrer en possession d'un dédommagement, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de loi. Comment eux, ils ont pu formaliser leur truc et l'avocat qui les a aidés ne peut pas aussi nous aider à expliquer les choses pour qu'on puisse porter plainte contre Move. Merci, Camille, Ferdinand et Emmanuel ont noté votre question. Nous prenons encore un auditeur, puis on va faire le point. Bonjour. Bonjour, monsieur Saf. Oui, c'est monsieur? Monsieur Safianou. Ok, allez-y, Safianou. Je salue le plateau. Et je salue également vous-même l'effort que vous faites pour la nation. Je salue aussi le chef de l'État. Et de veiller tous les efforts qu'il a fait de faire pour que tout va en avant. Et que le Dieu, le Tout-Puissant, l'accorde la bonne chance pour qu'il puisse veiller sévèrement notre chère patrie. Amen. Secondo, je reviens encore notre quartier à l'Inca. Les rues sont inondées. Ils ont fait, mais ils ont laissé certaines rues. Oh, pitié. J'aimerais, par ce canal, que tous les autorités entendent pour que venir vérifier le constat, les rues qu'ils ont laissées là, pour voir ce qui se passe. Au quartier à l'Inca. Merci le beaucoup, député de la localité, le maire, les conseils municipaux,
le ministère des TP, s'il vous plaît, allez au secours de nos compatriotes du quartier Alenka, dont un journal titrait hier que quelqu'un même aurait jeté un OPA, une offre publique d'achat sur le quartier. Allez porter secours à nos compatriotes. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Comlan. Oui, allez-y, Comlan. Non, je voudrais juste encourager Ferdinand et demander à Dieu de le protéger. Parce que les dossiers qui sont très sensibles, je demande à Dieu de le protéger. Maintenant, j'ai une question. Je voudrais savoir si les députés sont élus pour défendre les prétendus accusés de détournement. Ça, c'est une question que je vous adresse, si vous pouvez m'aider. Mais nous ne sommes pas députés, cher ami. Mais j'ai cru attendre tout à l'heure qu'il y a un député qui prétend que c'est des comptes rendus que Ferdinand a envers l'endroit de la famille de... Règlement de compte. Un règlement de compte. Maintenant, est-ce que c'est le député dans son positionnement, est-ce qu'il doit dire ça? Je voudrais juste apprendre, quoi. Merci, mais nous renvoyons la question au député Sénat. Et puis, s'il le veut, dès demain, nous lui offrons le plateau pour s'expliquer lui-même. Alors, revenons aux questions qui vous sont adressées. Emmanuel Sogodji, comment est-ce que vous avez pu saisir la justice de la CEDEAO alors que vous avalez plein de couleuvres ici que vous n'arrivez pas à vous plaindre? Merci à l'auditeur qui a posé cette question. Au fait, au pays, c'est-à-dire au Togo, il n'y a souvent pas des gens courageux qui, dès qu'ils vous saisissent sur un dossier... Dès que vous les saisissez? Non, eux, ils nous saisissent. Ils saisissent les organisations de consommateurs. Puisque nous, on a le droit de porter plainte au tribunal. La loi nous autorise à le faire. Maintenant, au plan national, ils vous saisissent, ils vous disent le problème, vous leur dites, saisissez-nous par un courrier officiel, autorisez-nous à tenter des actions en justice en votre nom. Et après, vous ne les attendez plus. Ils disparaissent. Dans le cas de des coupures d'Internet d'octobre et septembre 2017, on a lancé des appels, des gens doivent se rappeler pour dire venez nous saisir. Il y a des fiches qui sont au siège, passez pour les signer. Il y a d'autres qui l'ont fait. Il y a des gens, des sociétés qui nous ont écrit par mail après et elles se sont rétractées pour dire nous n'allons plus continuer dans cette aventure. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et donc, connaissant la réalité de la justice de notre pays, nous ne disons pas qu'ils ne sont pas courageux, les juges, ils sont compétents, chacun à sa manière. Mais connaissant la réalité de la justice de notre pays, on s'est dit, mais si on allait au tribunal de Lomé, ou bien dans nos tribunaux au Togo, est-ce qu'on va attendre raison, ou bien ils vont nous condamner comme ils ont fait pour nos collègues ATC dans le cadre des prélèvements des 5 francs, en les condamnant à payer 500 millions de nos francs CFA. Donc, on s'est dit avec nos partenaires d'Amnesty International et d'autres organisations, sœurs, tentons notre opportunité au niveau de la CEDEAO. Et ce qui a fait que l'Amnesty International a mis à nos dispositions ses experts ainsi que des avocats qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Est-ce que ça dit, Emmanuel, que les consommateurs du Togo n'ont pas confiance en la justice de notre pays? Non, on a confiance en cette justice. On ne peut pas dire qu'on n'a pas confiance. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les gens ne sont pas courageux. Nous, on le fait. On s'expose à longueur de journée, à chaque nuit. On a opté pour ça. Mais il y a des gens, lorsqu'ils portent plainte, lorsque le dossier est instruit, on va chercher à connaître ces gens-là. Et des gens ont peur. Ce que je vais dire aux consommateurs, à tous ceux qui nous suivent, il faut qu'ils soient toujours courageux. S'il y a un problème, venez nous saisir. Nous, on va prendre notre courage à deux mains et on ira au tribunal. S'ils n'instruisent pas, bon, ok. Aujourd'hui, nous connaissons la voie pour aller à la CEDEAO. La CEDEAO étant un tribunal communautaire, nous continuons toujours à aller. Alors, ce que vous dites là, ça me rappelle des entretiens qu'il y avait souvent avec Maître Yovi Agboibope à son nom, qui aimait dire que la République ne saurait prospérer sans des citoyens parfaitement au courant de leurs droits, de leurs obligations et qui aient le courage de réclamer leurs droits. Paix à vous, maître. Ferdinand, il y a une question. Pour répondre à la question du mécanisme des prix, je ne pense pas que les ministres puissent dire que c'est difficile à expliquer. Personne ne trouve des difficultés à expliquer le prix d'un produit que lui-même il a fixé. Et ça, c'est un alibi, au fait. Mais le problème de fond est où? Le problème de fond, c'est que on ne sait même pas en réalité où on achète le pétrole. Parce que quand on affiche les prix du pétrole, on ne vous montre pas le prix FOB. Le prix FOB vous renvoie là où on a acheté le pétrole. On ne le fixe, on ne le montre jamais. On ne montre que le prix CAF.
c'est-à-dire le prix à la fin de la chaîne, après avoir fixé toutes les taxes là-dessus. Donc, aujourd'hui, où il y a tous les bandits qui vendent du pétrole sur la mer, parce qu'on vole le pétrole en Libye, on en vole au Nigeria, il y a des bateaux pleins de pétrole sur la mer, déjà attendre que d'autres les appellent, ils vont venir livrer à tel État, à un prix dérisoire. Où est-ce que le pétrole qu'on importe au Togo s'achète? Tant qu'on cache les factures, qu'on cache le partenaire auprès de qui on achète le pétrole, on a des raisons de douter sur même l'origine du pétrole. Ça, c'est un. De deux, la qualité du pétrole. C'est le troisième aspect sur lequel nous viendrons. Parce qu'aujourd'hui, le pétrole qu'on vend au Togo, quand nous parlons de pétrole, c'est tout, essence, tout, est tellement de mauvaise qualité que les gens qui ont des voitures neuves se retrouvent avec des voitures qui coulent. Mais ces gens prennent du carburant à la pompe, c'est-à-dire que chez les stations-service, au point que certains aujourd'hui qui ont des voitures très chères vont au Ghana à côté pour se ravitailler. Parce que le Togo ne s'est pas encore conformé à la réglementation internationale de l'AREA. Vous voyez. Et donc, le taux de soufre est trop fort dans le gasoil. Oui, dans le gasoil qu'on vend. Et ça provoque dans le pays un problème de santé publique. Vous avez des problèmes d'yeux, de cancer, tout ça dans le pays. Et donc, c'est tout un système qu'il faut revoir. Maintenant, la caisse de péréquation, c'est aussi de l'argent qui disparaît. C'est beaucoup de milliards qui disparaissent au niveau de la caisse de péréquation. Depuis qu'on a sorti ce dossier-là, et que quand ça a commencé par brûler au sommet de l'État, les gens même qui sont dans la commission, à qui nous ne sommes pas adressés quand on faisait ce dossier, les gens commençaient par dire, nous on savait rien, nous on n'était pas au courant, c'est les autres qui faisaient, ils venaient signer, et puis bon, nous on validait tout ça. Tout le monde a commencé par enlever, comme on le dit, sa tête dans l'affaire. Parce que les gens savent ce qu'ils ont fait, en fait. Donc voilà comment ça se passe, si je peux répondre rapidement sur le cas de ce que j'ai dit par rapport à la primature. Je n'ai pas dit que le Premier ministre Humbo est corrompu. Non, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas me prêter les intentions. J'ai dit, au temps du Premier ministre Humbo, on a instauré une taxe. C'est tellement que ça avait un objectif précis. C'était peut-être pour faire quelque chose, je ne sais pas. Mais il y avait une caisse comme ça et on prenait de l'argent sur le carburant. Est-ce que cette taxe a été supprimée ou elle existe encore? Et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent qu'on a collecté ou qu'on continue de collecter? C'est une question que je pose à toute l'opinion. Et donc, pour finir, pour celui qui a posé la question sur le député, bon, qu'un député qui est censé appeler à une clarification d'une situation se met à défendre ce qu'on accuse d'avoir volé l'État, alors que le rôle d'un député, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale, il faut bien se poser la question pour qui roule ce député. Merci. Voilà, donc moi j'ai déjà lancé l'appel aux députés, voilà. C'est Sénat. Donc moi je suis prêt à faire un débat avec ce député là, qu'il me dise moi en face en quoi ce dossier qu'on a sorti est un règlement de compte et on règle les comptes à qui et par rapport à quoi. Merci. Et quels sont les éléments que lui dispose pour contredire tout ce qu'on est en train de dire là. Merci Ferdinand, souffrez que je vous arrête là, c'est le temps qu'il impose. Il parle trop. Eric, il parle trop. Non. Eric. Oui, allez-y. C'est juste pour le taquiner. C'est tout à fait normal parce que quand on a un dossier, on est convaincu de ce qu'on dit. Alors on y va quoi. Non, je sens il veut se rattraper tout le temps qu'il s'est fait sevrer du micro du club de la presse. Eh bien, on va terminer par la série des cartons. Les cartons qui vont délivrer Eric et Ferdinand. Je rappelle, le carton, c'est sur un sujet qui n'a pas été abordé dans l'émission. Ah bon? Oui. Sur un sujet qui n'a pas été abordé? Oui. Mais quelque chose qui vous tient à cœur. Okay. D'ici là, préparez vos cartons, on l'écoute. Oui, je voudrais aborder un sujet dans quelques secondes. Au fait, actuellement, il y a un projet d'accaparement des terres cultivables tout autour du barrage de Nagbeto. 12 000 hectares par endroit, 10 000 hectares par endroit. Et l'autorité, avec les levées topographiques contradictoires, a déjà annoncé, affiché dans les 4 communes de la préfecture de Logou et dans les 2 communes de la préfecture d'Anié, que jusqu'au 11, les populations 11 juillet, les populations peuvent s'y opposer. Et donc, moi, j'invite les ressortissants de ces localités-là, parce que 12 000 hectares, tout au long du barrage de Nagbeto, ce sont des villages qui deviendront la propriété de l'État. Alors que les projets initiaux du barrage de la CB prévoyaient 500 mètres tout au long du fleuve
et mono. Eh bien, et donc, vous allez aider les populations à creuser, à informer davantage suffisamment sur ce dossier. Eh bien, Carton, droit d'aînesse, on va garder le... on commence par le grand frère, Eric Upakoudio. Ah ben, maintenant tu connais mon âge. Je devine. Non. Au-delà de ce qui a été fait hier par les députés, la privatisation de la NCT qui est passée très vite, je pense que la semaine dernière, les députés ont voté quand même une loi qui, à mon avis, est très capitale pour l'éducation dans notre pays. Les cantines scolaires. Les cantines scolaires. La loi à l'alimentation de nos frères démunis, des parents pauvres qui pourront continuer quand même. Pour ça, vous voulez dire un carton vert. Carton vert pour la loi sur les cantines scolaires. Merci, Ferdinand. Alors, si j'ai quelque chose à dire, puisqu'on est à la fin, depuis un certain temps, j'ai remarqué que sur nos grandes routes, les poteaux électriques tombent. Les voitures cognent les poteaux. Je ne sais pas comment ça arrive, mais il y a beaucoup de poteaux qui tombent sur le grand contournement, sur la côtière là, pour aller au port. La marina. La marina aussi. Et puis sur, je ne sais plus lesquels. Il y a des voitures qui heurtent les poteaux. C'est peut-être lié au fait que les terre-pleins centrales ne sont pas suffisamment bien élevés pour éviter ces chevauchements-là. Et quand ces poteaux tombent, plus personne ne les répare. Sur la marina et sur le grand contournement là, on va arriver à un moment donné où il n'y aura plus de poteaux, il n'y aura plus d'électricité parce que les poteaux continuent de tomber. Maintenant, carton de quelle couleur? Donc un carton, je ne sais pas si c'est quoi, c'est rouge, c'est vert, bon. Un carton, un carton quand même au ministère. À ceux qui cognent les poteaux. Non, au ministère qui s'occupe de ces trucs là pour que rapidement on peut voir les côtés, la route et aménager les choses pour éviter les accidents. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra certainement.